Bon, on peut commencer par se dire qu'il y a deux types de distribution de crédit en France, si on caricature un petit peu et si on fait, je veux dire, quelque chose d'assez grossier. Il y a la distribution directe, hein, on distribue le crédit en B2C, hein, comme on a l'habitude de dire. C'est les réseaux bancaires traditionnels qui distribuent le crédit. Et puis, on a aussi la distribution intermédiaire, c'est-à-dire qu'il y a un intermédiaire qui va venir distribuer le crédit, proposer des offres de crédit à ses clients et choisir la meilleure offre. Et c'est exactement dans ce système de distribution que CFCL initie sa commercialisation de crédit avec des intermédiaires en opération de banque, des courtiers ou des CGP qui vont donc distribuer notre offre de crédit à tout type de clients, particuliers ou professionnels, et partout en France. On a commencé à utiliser l'open banking, nous, face à un constat. Quand on commercialise des crédits intermédiaires, on n'a pas la relation avec le client. CFCL ne connaît pas le client à qui il va accorder le crédit. Alors il y a un enjeu pour accorder un crédit, c'est l'enjeu du risque. Hein, quel risque je prends pour accorder mon crédit? Un risque de fraude, un risque de crédit, quelle va être la probabilité de remboursement de mon crédit? Voilà. Ça, on est dans ce contexte-là. Donc nous, on a besoin d'avoir beaucoup de données pour connaître nos clients, contrairement à un réseau traditionnel qui connaît bien son client et qui a une antériorité dans la relation. Nous, c'est des prospects. Alors, les extraits bancaires, les données sur les extraits bancaires, elles sont très précieuses. Et nos analystes de crédit qui analysent les dossiers avaient pour habitude de dépouiller les extraits bancaires qu'on recevait par l'intermédiaire de nos courtiers en PDF ou des photos, alors avec des qualités des fois pas terribles, hein, mais voilà. Et donc on dépouille les extraits bancaires, on vérifie que les revenus passent bien, on vérifie que les prêts sont bien présents, on vérifie qu'il n'y ait pas de transactions atypiques, de rejets sur les comptes, etc., etc. Bref, on fait une analyse bancaire. Ça prend beaucoup de temps, ça prend beaucoup de temps et d'énergie. Et donc, pouvoir disposer de ces informations dans un flux structuré, toute cette donnée en open banking, alors on se dit que c'était évident pour nous qu'il fallait qu'on adopte cette technologie et qu'on sache l'utiliser à des fins de améliorer le travail pour nos analystes de crédit, c'est-à-dire qu'ils aient des outils pour mieux faire leurs analyses, mais évidemment pouvoir répondre plus rapidement à nos courtiers, à nos clients, c'est-à-dire accorder des crédits plus vite et mieux. Bah, en fait, comme ça vient d'être dit, pour lire la donnée bancaire, pour accéder à la donnée bancaire, il faut aller voir la banque et lui dire donne-moi la donnée de tes clients de manière à ce que je puisse y accéder et de manière à ce que je puisse l'analyser. Ce n'est pas quelque chose que les banques ont voulu faire naturellement, pour tout un tas de raisons légitimes et pas forcément très légitimes. De protection de leur business, de protection de leur capital. Et donc il a fallu une réglementation en Europe. C'est l'objet de cette réglementation DSP2 qui a maintenant 5 ans, qui était déjà précédée par un premier paquet de réglementation, DSP1, mais c'est vraiment ce deuxième paquet en 2018, DSP2, qui a fait le travail, on va dire, d'ouvrir, de créer cette réglementation, ce cadre réglementaire, qui disait quoi en gros? Qui disait que le client final est propriétaire en fait de sa donnée bancaire. Et à partir de là, la banque est obligée de lui donner un moyen d'accéder à cette donnée bancaire en direct. Évidemment, il faut respecter un accord. Il y a un certain nombre de principes de sécurité qu'il faut mettre en place et qui ont été définis là aussi de manière assez précise, de manière à ce que n'importe qui ne fasse pas n'importe quoi avec l'accès à cette donnée. Mais c'est ce que ce cadre réglementaire a mis en place. Et à partir de là, il a permis l'émergence de deux choses. En fait, d'un écosystème de fintech qui, en accédant aux données en fait, bancaires des clients finaux, leur ont dit à ces clients finaux, je vais vous rendre des services que la banque n'arrive pas à vous rendre, ne veut pas vous rendre ou ne vous rend pas très bien, divers et variés. Et dans le domaine du crédit, c'est par exemple de pouvoir dire, moi je vais vous faire des crédits en temps réel. La banque, elle sait pas faire ça en fait. Il lui faut X jours, semaines pour faire ça. Moi, vous me demandez un crédit, eh bien en temps réel, je vais vous répondre. Et en temps réel, je vais vous dire, je vous accorde le crédit ou pas. Voilà. Super, nouveau service pour le client final. Donc ça, c'est une première chose qui s'est développée, cet écosystème de fintech. Et puis, il y a une deuxième chose qui s'est développée, c'est l'ensemble des acteurs financiers, finalement, fintech ou bancaires,
qui se sont dit, ben, à partir du moment où je peux accéder directement à la donnée bancaire, je vais pouvoir injecter cette donnée bancaire dans mes processus et rendre mes processus d'octroi de crédit plus rapides, plus efficaces, moins coûteux. Et c'est ce qu'a permis en fait le cadre réglementaire de la DSP2. Ouais, c'est très important ce que tu viens de dire, Olivier, c'est que le cadre réglementaire, il a permis que tous les acteurs bancaires soient mis au même niveau et rendent le même service. C'est-à-dire qu'on ne se base pas juste sur des initiatives isolées d'une banque ou d'une autre. Alors c'est pour ça qu'on appelle ça open banking, parce que c'est ouvert. On est dans un monde ouvert où la donnée est partagée, elle est structurée, elle est organisée. Et il y a un autre truc essentiel, c'est que la donnée, elle appartient au client. Et donc pour rentrer dans le parcours d'agrégation, c'est le client qui donne son consentement. C'est le client qui donne son accord explicite. Et ça, c'est dans ce cadre réglementaire, c'est quelque chose de très fort. Autre chose, le cadre réglementaire, il a permis aussi de mettre toute une couche de sécurité. Il ne faut pas l'oublier, c'est-à-dire que ce sont quand même des données sensibles, les données bancaires des clients. Donc il y a toute une couche de sécurité très profonde. Et les acteurs comme Powens en particulier, qui permettent de faire cette agrégation bancaire, ils sont supervisés. Donc ce cadre réglementaire, il met aussi de la sécurité, de la confiance. Et ça, je pense que c'était très très important. Et par ailleurs, on n'est pas qu'en France. DSP2, c'est pas qu'en France, c'est quelque chose d'européen. Donc ça donne aussi un élément d'harmonisation en dehors des frontières françaises. Ça permet à des acteurs comme Powens d'aller sur d'autres marchés que la France. Et ça, c'est quelque chose qui est relativement intéressant dans le monde du crédit, puisqu'on a des crédits de bureau en Angleterre, en Allemagne, enfin des fonctionnements sur le crédit qui sont très, très différents, avec effectivement des fichiers positifs, des fichiers négatifs. Les banques, en fonction de si elles étaient des banques françaises ou étrangères, voulaient partager certaines données, d'autres pas, en fonction de leurs intérêts, plus ou moins légitimes ou illégitimes, peu importe, c'est de l'histoire. Voilà. Et donc cette harmonisation et cette réglementation, elle permet aussi d'avoir un traitement plus puissant européen autour du crédit et de nous donner une force autour des établissements bancaires et tout l'écosystème qui, je pense, est très très intéressante. Il y a plusieurs bénéfices à utiliser l'open banking dans un parcours de crédit. Donc l'idée d'utiliser l'open banking dans un parcours de crédit, c'est de demander en fait au client final qui demande un crédit l'accès direct à son compte bancaire ou à ses comptes bancaires, parce qu'évidemment aujourd'hui les clients sont de plus en plus multibancarisés, de demander donc l'accès direct à ses comptes bancaires, de pouvoir en temps réel accéder à ces données bancaires et en temps réel analyser en fait ces données bancaires de manière à pouvoir ensuite injecter ces données dans un moteur d'octroi de crédit. Donc c'est ce que Powens fait, c'est de permettre de donner cette connectivité sur les différentes banques pour aller lire les données, les récupérer, les traiter et ensuite les donner à un système qui va prendre une décision sur le crédit en lui-même. Comme disait Julien, la notion de sécurité autour de ça est absolument fondamentale. Donc ça, ce n'est pas un bénéfice, mais c'est vraiment un élément de réassurance qui est absolument clé dans ce processus-là. Il y a très peu d'acteurs qui peuvent le faire parce qu'il faut des licences, des autorisations en fait, pour faire ça. Les bénéfices, ils sont vraiment très métiers. C'est vraiment des bénéfices métiers. Je dirais le premier, c'est peut-être de permettre ou d'accélérer ou de favoriser encore plus la digitalisation des parcours. À partir du moment où on accède à la donnée de manière automatique en temps réel, en direct, eh bien, on va réduire les risques en fait, de débranchement d'un parcours digital sur du non digital. Le crédit, il y a plusieurs types de crédits, du conso, crédit consommation, du crédit immobilier. D'autres encore, si on est dans le B2B, il y a certains segments en fait, de crédit qui, je pense de manière... pour l'ensemble, un constat partagé pour l'ensemble des acteurs du crédit qu'à un horizon 3-5 ans, il y a certains parcours de crédit qui vont être 100% digitalisés, qui doivent être 100% digitalisés parce que les marges en fait, vont se réduire. Donc il faut permettre en fait, cette digitalisation à 100% qui doit aller jusqu'à l'octroi en temps réel du crédit ou en tout cas un octroi le plus possible automatisé.
accéder aux données de manière automatisée, c'est favoriser cette décision, cette prise de décision automatisée, donc cette digitalisation totale. Ça, c'est le premier bénéfice. Le deuxième bénéfice, c'est de l'efficacité, la réduction du coût. On réduit le coût, on est plus efficace parce qu'on digitalise. Qu'est-ce que ça veut dire en fait? Ça veut dire qu'on a moins d'erreurs. On a moins d'erreurs de saisie, on parlait tout à l'heure, et Julien. On a moins de fraude, de gens qui veulent, qui donnent des faux documents, qui donnent des fausses données. On a moins d'erreurs de vérification. Je crois que je gagne 100, en fait, je gagne 90. Je n'avais pas en tête exactement. Je ne suis pas forcément fraudeur, mais j'avais pas le bon chiffre en tête. Mon processus, il est plus efficace, il y a moins d'erreurs, et donc, in fine, eh bien, pour l'acteur financier qui doit prendre une décision de crédit, il va coûter moins cher. Et puis le troisième, c'est vraiment le bénéfice pour le client lui-même, c'est-à-dire qui englobe les deux premiers, mais je rends un meilleur service au client. Au final, je peux lui donner une réponse plus rapidement, donc ça c'est plutôt sympa, c'est plutôt bien. Ce crédit, il en a besoin pour faire des choses. Je vais également avoir moins d'erreurs en fait dans la réponse que je vais lui donner. La première réponse peut-être que je vais lui donner, le principe, je vais avoir moins de risques de me dire désolé, je me suis trompé, j'avais mal compris en fait les données que vous m'aviez données. Donc il y a aussi vis-à-vis du client final beaucoup de bénéfices. Et j'ajoute peut-être dernière chose, là on est sur le principe de l'octroi, on peut aussi appliquer ces principes sur le déblocage des fonds ou le prélèvement des fonds. On peut également maintenant avec l'open banking et d'autres technologies associées à l'open banking permettre des déblocages en temps réel, automatiser les prélèvements et en lien avec la situation financière du compte. Donc là aussi, en fait, apporter un service final au client qui soit bien meilleur que ce qu'on pouvait avoir traditionnellement, par exemple en attendant les fonds pendant 3 jours et en appelant son banquier tous les 4 matins pour lui dire alors les fonds ils arrivent pas, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Déjà, avant de parler des résultats, moi je veux évoquer la façon dont on a fait les choses. C'est-à-dire qu'on s'est associé avec Powens, on s'est dit, nous on a une problématique d'être en mesure de s'assurer que les données structurées qu'on avait, elles étaient bien intègres et complètes, puisqu'elles nous étaient transmises par un intermédiaire. Et du coup, on a fait ça, on l'a sécurisé de façon assez simple. Ça s'est fait en 1 mois et demi. Déjà, ça c'est un plaisir que de travailler avec des acteurs qui ont de la réactivité, qui comprennent vos problématiques, qui sont dans l'échange et qui mettent en place les choses rapidement. Ça, c'est le premier point. Donc, c'est un premier résultat, en quelque sorte, je trouve. Aujourd'hui, au CFCL, on a, pour tous nos produits de crédit, on accepte de recevoir des données d'open banking en lieu et place des traditionnels extraits bancaires, PDF ou les scans qu'on peut avoir. Donc, c'est aujourd'hui valable sur tous nos parcours, tous nos process. C'est disponible en API. Voilà, nous, on est branché en API avec nos courtiers. Et on reçoit régulièrement des dossiers avec des données open banking. Alors, qu'est-ce qu'on en fait? Aujourd'hui, on est plutôt dans une perspective de test and learn. On apprend en marchant aussi, parce que il y avait des problèmes de fiabilisation, il y avait des problèmes des questions autour de la profondeur des données. Normalement, c'est 90 jours, mais on peut avoir plus d'historique bancaire. On n'a pas la même profondeur de données en fonction de la banque qui est derrière, etc. Bon, il nous fallait consolider un petit peu ça, et pour ça, il nous fallait des données. Donc aujourd'hui, on est en capacité d'intégrer en temps réel ces données d'open banking dans nos parcours, si bien que quand le dossier arrive chez nous, alors l'analyste a un rapport avec une synthèse de l'ensemble des transactions classées par typologie, ce qu'on appelle chez nous la catégorisation. On catégorise les revenus, on catégorise les prêts, on catégorise les charges, on identifie les transactions atypiques, par exemple, qui doivent émettre un certain nombre d'alertes. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le temps qu'il passait, les 15 minutes, à ouvrir les 28 pages des extraits bancaires, ou des fois plus, en PDF sur son écran, et aujourd'hui, il a un rapport qui lui permet d'aller très très vite dans sa décision. Donc ça, c'est des résultats très concrets. Insidieusement, qu'est-ce que ça permet? Ça permet de répondre plus vite à nos courtiers. Tu l'as dit, l'immédiateté de la réponse, c'est quelque chose qui est très, très important pour nous. Nos courtiers, ils sont en concurrence. Nous-mêmes, on est en concurrence. Un courtier de crédit, qu'est-ce qu'il fait? Il va avoir plusieurs banques pour aller chercher la meilleure offre à son client. La meilleure offre en termes de conditions financières,
mais également la meilleure offre en termes de temps. Hein. Tu l'as dit, Olivier, si j'attends 8 jours pour mon déblocage de fonds, ou si j'attends un mois d'avoir une réponse pour acheter ma maison, eh bien ça ne va pas. Donc les clients, ils sont en attente d'immédiateté. C'est pas tout de répondre rapidement. Il faut aussi que la réponse elle soit forte. Si on répond « Ah oui, d'accord, peut-être », ça ne va pas. Nous, on a besoin de donner une réponse forte. Et la réponse forte, elle se fait aussi avec ces données d'agrégation. Il y a quelque chose de très puissant, très fort, au-delà de la puissance des données qu'on peut avoir, c'est que quand même, c'est le client qui a donné son consentement et qui a récupéré ces données, qui nous viennent d'une banque. Et donc, on a, par notre système avec Powens, la certitude que les données qui nous ont été transmises sont intègres, non falsifiées, elles sont complètes. Eh ben, c'est pas de question sur la fraude. Pas de question sur la fraude. On ne se pose pas de question de savoir si les extraits bancaires, on les a bien tous, si il n'y a pas eu une petite retouche sur PDF. Hein. Ça se fait, certains qui veulent maquiller des revenus ou maquiller des... Voilà. Donc ça se fait, c'est des choses qu'on voit au quotidien. Et on ne se pose plus la question de la fraude parce qu'on sait, de facto, que ces données-là, elles viennent d'un tiers de confiance, de 2 tiers de confiance, Powens et la banque, qu'elles sont volontairement données par le client. Et alors, ça nous permet d'aller beaucoup plus vite et beaucoup plus fort. Deuxième résultat, et peut-être non négligeable, c'est que ça permet aussi à nos courtiers d'aller plus vite. Hein, parce qu'eux-mêmes étudient ces éléments sur les extraits de compte et ça leur permet de mieux profiler leurs clients hein, pour les adresser dans la bonne banque. Hein, parce qu'en fonction des banques, on ne souhaite pas avoir les mêmes profils clients, on n'a pas la même typologie d'offres. Donc voilà, donc ça leur fait gagner, pour ceux qui s'y sont mis, ça leur fait gagner normalement un temps considérable et en productivité et en immédiateté. Oui, peut-être pour compléter, un élément important, vous avez compris que toute cette logique est basée sur le fait que le client final accepte de partager ses données. Il y a beaucoup de craintes, d'appréhension sur est-ce que mon client final va accepter de partager ses données. Si je lui demande, est-ce que ça ne va pas paraître trop intrusif, etc. Bon. On a aujourd'hui beaucoup de données, pour le coup, qui permettent de confirmer que ça n'est pas un problème. On a des taux d'acceptation, en fait, qui vont jusqu'à 80-85% d'acceptation de partage de ces données. Donc à partir du moment où on explique pourquoi on accède à ces données, qu'est-ce qu'on va en faire, les clients le font. Même si c'est la première fois en fait, qu'ils sont amenés à partager leurs données, parce que pour beaucoup d'entre eux, c'est effectivement la première fois qu'ils sont amenés à le faire. Donc cet argument-là, c'est un argument, on va dire, purement psychologique, de la part de ceux qui ne veulent pas avancer et qui se trouvent une excuse en se disant « Ah, mon client final ne veut pas ». Non, c'est faux, le client final, il veut. Enfin, il est d'accord pour partager ces données. Et ça, je pense que c'est un point extrêmement important. Ce n'est pas que français, c'est dans tous les pays d'ailleurs, européens, d'accepter de partager ces données. Le deuxième, je viens de parler sur tous les bénéfices opérationnels de temps de traitement, de rapidité. Hein, donc il y a des process qui marchent comme ça et qui permettent effectivement d'aller plus vite et d'être plus efficace. Peut-être pour apporter un élément quantitatif supplémentaire, nous on a chez Powens quelques très belles fintech dans le domaine du crédit qui traitent aujourd'hui sur des parcours complets open banking, au sens des parcours qui ne peuvent pas se réaliser si le client final ne partage pas ses données, qui traitent plusieurs dizaines de milliers de dossiers par mois. Je ne sais pas quelle est l'issue de ces dossiers, mais en tout cas, il y a plusieurs dizaines de milliers de demandes de crédit, beaucoup encore du crédit conso, parce que ça s'y prête bien, par mois, en fait, avec cette approche-là. Donc les volumes, on va dire, en termes d'euros, restent encore peut-être, pour une grande banque, bon, elle a le temps de voir venir, mais en fait, les volumes commencent à devenir vraiment très significatifs. Ça, c'est en France. On travaille en Espagne avec une autre très belle fintech qui, pareil, en Espagne, traite plusieurs dizaines de milliers de dossiers, en fait, par mois de demande de crédit. Donc ça marche, premièrement. Ça délivre les bénéfices qu'on veut en attendre. Les clients finaux rentrent et joue le jeu, entre guillemets, complètement. Et d'un point de vue des volumes, ça commence à devenir significatif.
Je pense qu'il y a un accord aussi de beaucoup d'acteurs pour dire qu'on est dans le point d'inflexion d'une technologie qui s'est beaucoup fiabilisée, il en a parlé ces 24 derniers mois peut-être, beaucoup standardisée, et qui aujourd'hui du coup permet à l'échelle de délivrer tous ces bénéfices. Bon, on l'a imaginé de façon simple, c'est-à-dire on a passé un petit coup de téléphone à Olivier et on lui a dit voilà, on a une problématique, on voudrait avancer, on a un problème, nous on a un problème avec notre direction des risques et notre compliance en fait, hein, sur la fiabilité, l'intégrité des données. Il y avait un frein, vraiment un frein très très fort, quoi, hein. Et la solution, ça a été de discuter. On s'est rencontrés, on a partagé. Et finalement, assez vite, une solution assez simple a été trouvée, hein. Enfin, technologiquement, c'est presque bête comme ce qui a été fait. Enfin, bête, faut pas exagérer quand même, mais enfin, voilà. Et c'est là que ça devient très intéressant, c'est que quand on a un problème vraiment massif et qu'on arrive à le solutionner en partageant avec des acteurs qui sont assez différents, hein. Vous voyez, une banque, même si nous on est une petite banque assez agile, Powens, qui est plutôt enfin, quand même un spécialiste de la technologie, etc. Ben, on s'est retrouvés, on a trouvé une solution simple qui a été mise en place en 2 mois et nous, ça nous a tout ouvert derrière, quoi. Donc on a fait comme ça, voilà. Oui, de notre côté, effectivement, nous on a un acteur technologique, on fournit une technologie. Notre objectif, nous, c'est de comprendre en fait les enjeux métiers de nos clients, de nos futurs clients. Et donc en discutant avec CF Sahel, de comprendre en fait l'enjeu qu'ils avaient sur justement cette fiabilité des données, sur cette productivité et cette rapidité de réponse à leur courtier. Et après de faire matcher notre savoir-faire technologique, notre capacité technologique avec ce besoin métier. Donc que ça soit à l'époque quand on a démarré notre collaboration de plusieurs années maintenant, ou de ce qu'on peut être amené à faire dans le futur, c'est toujours de partir en fait d'un besoin métier et d'un enjeu, d'un problème à traiter, à régler, et d'apporter une réponse technologique en fait à ce problème métier. Je crois que c'est vraiment extrêmement important de percevoir que dans tout domaine technologique, il y a une phase d'innovation qui est, on ne sait pas très bien ce qu'on va en faire. Il y a un truc qui est là, sur la table, on le prend, on essaye. Et ça, je pense que c'était l'open banking il y a peut-être 4-5 ans. Et il y a des gens qui sont plus portés sur l'innovation que d'autres. Hein, ça, c'est bon, voilà. Je pense que CFCL fait partie de cette catégorie. Prennent les premiers, du coup, ils gagnent un avantage compétitif et concurrentiel. Et puis, il y a un moment donné, l'innovation, elle rentre en fait dans le quotidien. Et je pense qu'aujourd'hui, sur l'open banking, c'est la phase dans laquelle on est. On a passé cette phase d'innovation de dire est-ce que les clients l'acceptent, est-ce que ça marche? Oui, ça marche. Oui, les clients l'acceptent. Oui, ça permet de déployer à l'échelle. Et c'est avec CFCL et globalement, on va dire sur l'ensemble de ce paysage de l'open banking, la phase dans laquelle on rentre, je pense, aujourd'hui.